Je vous ai demandé de me poser des questions, vous avez été nombreux à sauter sur l'occasion pour en savoir plus sur moi, mon parcours, l'avenir de ma chaîne YouTube, alors c'est le moment. Aujourd'hui je sors de ma cuisine, je vous accueille dans mon salon et je réponds à vos questions. Je pourrais pas répondre à tout mais j'ai essayé d'en regrouper plusieurs par thème pour essayer de couvrir le plus de sujets possible. Alors c'est parti. Glouglou Dias me demande comment ça va. Bien et toi? Non, plus sérieusement, ça va. Ça fait maintenant 1 an et demi, voire un peu plus que j'ai lancé cette chaîne YouTube. J'ai commencé en avril 2024, même si c'est vrai que j'avais fait une première vidéo en 2023 sur le beurre, mais je n'avais pas ensuite posté pendant plus d'1 an. Et honnêtement, ça a été un peu dingue de voir la progression que ça a eu. Je m'attendais pas du tout à ça. Là, ça fait quelques semaines seulement que j'ai passé le cap des 100 000 abonnés. Mais en tout cas, oui, ça va très bien. Je suis à fond dans cette activité. Là, je suis honnêtement à plein temps dessus. Ça fait quelques mois que j'ai pris le rythme pour poster une vidéo par semaine. Et je peux vous dire qu'entre le fait de mûrir un concept, écrire un script, mettre le matériel en place, faire le tournage, puis faire le montage, parfois enregistrer un script audio par-dessus, tout ça, ça prend vraiment énormément de temps et ce qui fait que mes semaines sont bien remplies. Allez, on va faire quelques questions d'affilée autour du même sujet. D'abord, on a Brice qui me demande « Quel est ton parcours dans la cuisine ?» Je crois comprendre que c'est ni ton métier ni ta formation. On a Milan qui me demande « Quel est ton vrai métier ?» Esther qui demande « Quel était votre métier avant YouTube ?» Et MagicWar21 qui me demande « Tu as fait quelles études ? Tu as travaillé ou travailles en cuisine ou c'est une passion ? Tu as déjà fait d'autres vidéos avant car la qualité est incroyable. Merci. » Alors mon parcours dans la cuisine, il est effectivement inexistant. C'est ni mon métier de base, ni ma formation. Concrètement, je suis juste un amateur curieux qui a décidé de faire des vidéos sur le sujet parce que ça m'intéresse, parce que j'aime bien explorer ce genre de sujet à fond et puis restituer ce que j'ai appris. Mon vrai métier, aujourd'hui c'est ça, je suis à plein temps sur la chaîne YouTube, je fais des vidéos, c'est mon métier de youtubeur, vidéaste, créateur de contenu comme on veut. Et même si c'est vrai que c'est bizarre pour encore plein de gens aujourd'hui, faire des vidéos sur YouTube comme ça à plein temps, c'est devenu un vrai métier avec le lot de compétences qui va avec, les contraintes. Mais je pense que le sens de cette question c'est quel était mon métier avant YouTube et aussi quel était mon parcours, quelles études j'ai fait. Et là ça commence à devenir un peu chaotique, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais remonter le temps et revenir à l'époque où je venais juste de passer le bac. Il se trouve que ma première vocation, ce qui était aussi ma passion à l'époque, c'était le piano. Donc j'ai étudié la musique et le piano au Conservatoire de Paris pendant 2 ans. Enfin, avant j'avais fait une première année à l'École normale de musique de Paris, ce qui fait que j'ai fait 3 ans de piano en tant qu'étudiant. C'était le métier que je voulais faire à l'époque. Ça s'est pas fait parce que j'ai trouvé que c'était une vie assez compliquée, je voyais pas vraiment de débouchés, même si j'adorais le piano, et d'ailleurs je continue à jouer et à travailler le piano tous les jours, il y en a un derrière moi, peut-être que vous apercevez dans le décor. Ça reste pour moi une activité hyper importante au quotidien, c'est ce qui me permet de me ressourcer, c'est peut-être ma première passion. Mais bon, quand j'ai vu qu'au niveau professionnel j'étais un peu dans une impasse et que ce type d'études me convenait pas vraiment, j'ai abandonné et je me suis lancé dans des études d'histoire à la fac. J'ai fait ça pendant 5 ans, ce qui fait que j'ai eu ma licence, j'ai eu mon master. Et pareil, c'était quelque chose qui me plaisait énormément parce que tout simplement l'histoire c'est une matière qui me plaisait beaucoup à l'école. Mais pareil, j'avais un peu de mal à me projeter dans l'avenir avec ce genre d'études, même si ça me plaisait beaucoup. Je me voyais moyennement continuer en doctorant, je me voyais pas trop devenir prof. J'avais conscience des difficultés de se lancer dans un métier autour des sciences humaines et sociales. Bref, je me sentais encore un peu perdu. Et ensuite, j'ai encore changé de voie, j'ai fait un autre master, mais cette fois dans une école de commerce. Je sais, ça n'a rien à voir, mais le fait est que pendant mes études d'histoire, j'avais travaillé dans un festival de musique classique et dans l'organisation en fait de ce festival et de stages de piano, de stages de musique en général. Et donc ça m'avait un peu ouvert les yeux sur le monde de l'entreprise, de l'administration, etc. Donc j'ai un peu approfondi le sujet via l'école de commerce, même si je dois être honnête, c'est pas l'école de commerce qui m'a apporté les compétences les plus concrètes qui soient. Mais n'empêche que ça aussi, ça m'a ouvert des portes, ce qui fait qu'ensuite j'ai travaillé dans une grande entreprise dans le secteur des vins et spiritueux pendant près de 6 ans et demi. Ça m'a plu par plein d'aspects, j'avais une équipe super, il y avait plein de choses intéressantes, mais le fait est que malgré tout, je trouvais pas encore de sens au travail. Et est-ce que j'ai fait d'autres vidéos avant? Il se trouve que j'ai une autre chaîne YouTube avec une vidéo où je joue du piano qui a plus de 12 ans mais qui a fait plus de 100 000 vues. Mais cette chaîne, ça a toujours été juste un moyen pour moi de documenter mon travail au piano, avant tout pour moi-même. Et pour le coup, j'avais aucune compétence en termes de montage ou de cadrage avant de me lancer sur ma chaîne de cuisine actuelle. Dominique me demande « Bonjour, si elle existe, quelle est la personne de votre entourage qui vous a donné l'envie de faire ce que vous faites ?» Alors ça dépend à quel niveau, je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, je pense qu'il y a mes grands-mères en général, il y a mes 2 grands-mères maternelles et paternelles. D'abord parce qu'avec ma grand-mère maternelle, que vous avez vu sur ma chaîne YouTube dans quelques vidéos, tous les Noëls, on faisait des bonbons roses. D'ailleurs, il y a une vidéo spécifiquement à ce sujet. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire avec elle. Avant Noël, c'est un peu la tradition de faire ces bonbons roses.
et qu'on continue à perpétuer aujourd'hui. Avec ma grand-mère paternelle, c'était aussi la pâtisserie. J'ai une Madeleine de Proust, c'est le biscuit ou gâteau de Savoie. Il faudrait que j'en fasse une vidéo dessus d'ailleurs. Mais régulièrement, au moins, je sais pas, une fois toutes les 2 ou 3 semaines, j'allais chez elle et on faisait un gâteau de Savoie. Il y a aussi une personne que je considère être ma 3e grand-mère, c'est l'amie d'enfance de ma grand-mère maternelle, qui était très bonne cuisinière, chez qui j'ai habité au début de mes études, et elle me régalait tous les jours avec des bons petits plats, et ça m'a franchement inspiré à faire un peu la même chose. Et après, en termes d'ambition professionnelle, il y a une autre personne qui m'a beaucoup aidé et aiguillé dans cette voie. C'est mon conjoint, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, parce que c'est aussi un youtubeur qui s'est lancé avant moi sur des sujets complètement différents, sur la santé en particulier. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est Geoff, de sa chaîne Geoff Turner, et il se trouve que lui, il s'est lancé en 2023, ce qui fait qu'en fait, on avait déjà tout le matériel, il avait commencé à bien développer ses compétences sur le sujet. On en avait parlé ensemble, en fait, moi je commençais à plus trouver de sens à mon travail, alors que je cuisinais de plus en plus depuis les confinements en réalité. Avec le 2e confinement, j'ai commencé à faire du levain, j'ai commencé à faire mes pains au levain, j'ai commencé à beaucoup plus cuisiner à la maison. Et en imbriquant les pièces du puzzle, en fait, il m'a un peu suggéré, un peu soufflé à l'oreille, mais pourquoi tu te lances pas là-dedans de façon professionnelle? On a le matériel, pourquoi tu ferais pas des vidéos là-dessus? Tu consommes énormément de contenu anglophone sur ce sujet, il y a une opportunité. Ce qui fait qu'il est pas tout à fait vrai de dire que je suis autodidacte sur ces sujets, puisque en fait, il m'a appris la plupart de ce que je sais aujourd'hui, en termes de cadrage, en termes de montage, sur comment faire une bonne intro par exemple, parce que vous imaginez pas forcément tout le travail de réflexion qu'il y a derrière pour faire une intro qui accroche dès les premières secondes, à quel point c'est important pour l'algorithme YouTube, pour que les gens restent sur votre vidéo et aient envie de voir d'autres vidéos de vous. Et donc comme ça, de fil en aiguille, la réflexion s'est faite autour de j'ai cette passion qui est née depuis quelques années, je peux apprendre les compétences liées à tout ça. Il m'a beaucoup encouragé à le faire, enfin il m'encourage toujours aujourd'hui. Et vous m'avez peut-être entendu parler de lui 1 ou 2 fois d'ailleurs quand j'ai fait la promotion de son projet Lucky pour les ampoules circadiennes qui imitent le cycle solaire. Alors je sais que parfois je me fais critiquer pour les sponsors que je fais, je sais que ça fait une pub dans la vidéo, mais en l'occurrence, bon peut-être que je suis biaisé parce que c'est mon conjoint, mais c'est un projet vraiment auquel je crois. On a vraiment ces ampoules à la maison, ça change vraiment la vie pour moi. Alors je profite pas de ce segment pour refaire la pub, mais malgré tout j'ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse encore. Mais bref, je le remercierai jamais assez parce qu'aujourd'hui je pense que sans lui j'en serais pas là, je me serais absolument pas lancé sur cette voie, mais aujourd'hui je le regrette, mais vraiment absolument pas. Question suivante de Julien qui dit « Tu ne mets pas beaucoup d'humour, voire pas du tout parfois dans tes vidéos ». Ce que je trouve paradoxalement rafraîchissant. Est-ce que c'est un choix délibéré ou simplement tu ne te forces pas si tu n'as rien dans ton texte qui s'y prête? Alors je vais essayer de prendre ça comme un compliment, mais effectivement j'ai tendance à dire que bon, si j'ai pas quelque chose de drôle à dire, je vais pas me forcer à faire une blague à un endroit qui s'y prête pas. Mais malgré tout, je pense qu'il y a du comique de situation qui s'invite assez souvent dans mes vidéos, parfois malgré moi, parce que en fait, comme je viens d'expliquer, j'ai aucune formation de cuisinier ou de pâtissier ou quoi que ce soit, ce qui fait que je cache pas forcément du tout les erreurs que je fais dans mes vidéos. Parfois je galère, ça se voit, je m'en cache pas, j'explique pourquoi je galère et j'explique ce que j'aurais peut-être dû faire pour que ça se passe mieux. Et je pense sincèrement que c'est peut-être ça qui est rafraîchissant dans mes vidéos, c'est-à-dire que j'ai pas du tout le point de vue d'un expert, j'ai pas le point de vue d'un cuisinier de métier, je pense que les gens peuvent s'identifier à moi parce qu'ils ont les mêmes galères et que je prétends pas avoir la science infuse sur ces sujets. Je cherche le plus possible, je m'intéresse, je suis curieux, je restitue à la fois mes connaissances mais aussi mes doutes. Et parfois c'est comme ça, je trouve qu'on en apprend plus sur la cuisine que en suivant les conseils lettre par lettre d'un grand chef qui n'explique pas en fait pas grand chose. Il va vous dire faites ceci mais sans vraiment expliquer le pourquoi du comment derrière. Et moi généralement ça me frustre. Mais bon, il y a quand même parfois des petits moments où je mets des touches d'humour délibérées, soit dans mon script, soit avec une référence un peu obscure qui va faire rire 3 personnes dans mon public. Faire de l'humour, c'est prendre des risques, parfois ça marche pas. Damien me demande mon top 3 en cuisine du monde, mon top 3 en cuisine française. Est-ce que les vins et spiritueux m'intéressent? Si oui, est-ce qu'on peut s'attendre à des vidéos accords mets, vins et spiritueux? Alors d'abord, mon top 3 en cuisine du monde, c'est peut-être d'abord quelque chose que j'ai fait en vidéo, c'est le meatloaf, le pain à la viande, c'est américain, alors je sais que ça va faire crier pas mal de gens, la gastronomie américaine, mais la gastronomie américaine, elle est beaucoup plus variée, riche et diversifiée que ce qu'on pense. Et en l'occurrence, de mon voyage aux États-Unis, le meatloaf, c'est un de mes meilleurs souvenirs culinaires. C'est relativement simple à faire, c'est pas très cher, c'est bourré de saveurs, bref, c'est un souvenir incroyable. Ensuite, en deuxième position, c'est pas vraiment dans l'ordre de préférence, là je donne les 3 trucs que je préfère ou auxquels je pense là comme ça, il y a les véritables sushis japonais. Donc pas les sushis qu'on trouve dans les restos japonais de base en France, mais j'ai eu la chance une fois de manger dans un vrai resto japonais, pas au Japon, qui servait des véritables sushis sous toutes leurs formes avec différents types de poissons, pas seulement du saumon ou du thon. Et simplement la qualité des ingrédients faisait que c'était absolument extraordinaire.
L'association de saveurs était subtile, c'était simple, mais c'était vraiment très goûtu, j'en ai un souvenir impérissable. Et troisièmement, on va pas s'éloigner beaucoup du Japon, on va aller en Chine, et j'ai un souvenir extrêmement agréable des bao, ces petites brioches cuites à la vapeur et fourrées avec ce qu'on veut, des légumes, de la viande, et qui sont souvent extrêmement parfumées, c'est absolument incroyable. C'est tout simple, ça se mange en une bouchée, mais c'est une bouchée, c'est une vraie explosion de saveurs. Bon, en cuisine française, ça va être assez tradi, assez viande, mais mes 3 trucs préférés, ça va être peut-être l'épaule d'agneau, peu importe son accompagnement, une épaule d'agneau confite au moins 4 heures au four à cuisson lente, c'est absolument dingue. Le bœuf bourguignon quand il est vraiment bien fait, et, excusez-moi, les riz de veau. Est-ce que les vins et spiritueux m'intéressent? Bah oui, alors comme j'ai dit précédemment, j'ai travaillé dans ce secteur, je suis un vrai amateur de vin, j'adore ça. Dès que je visite une région de France ou même à l'étranger, j'aime bien cibler les régions viticoles en particulier pour pouvoir faire des visites de cave, pour pouvoir déguster les vins sur place. Les accords mets-vins en vidéo, j'y ai déjà pensé, j'ai essayé de l'introduire dans ma vidéo sur la galette aux pommes de terre berrichonne, mais j'ai une petite contrainte avec ça, c'est qu'en France on a ce qu'on appelle la loi E20 qui rend les choses très compliquées quand on est un influenceur qui veut parler d'alcool dans une vidéo, ce qui fait que ça rend les choses extrêmement touchy pour moi si je parle de vin ou même d'accords mets-vins parce que je risque la démonétisation. Et sachant que c'est mon travail à temps plein, je peux pas trop prendre ce risque. Mais je vais continuer à y réfléchir pour voir si je peux pas trouver des moyens simples et légaux de ne pas me faire démonétiser. Shadonic Electronic 3 me demande « Je remarque une appétence très forte de ta part pour la cuisine française traditionnelle par rapport au YouTube Cuisine qui propose des recettes très mondialisées. Est-ce une volonté consciente de ta part ?» Je dirais pas que c'est conscient de ma part et je dirais que c'est pas tout à fait vrai. J'ai fait des recettes internationales, j'ai parlé du meatloaf tout à l'heure, j'ai fait les pâtes carbonara qui sont italiennes, mais c'est vrai que je suis assez axé cuisine traditionnelle française. Premièrement, tout simplement parce que c'est peut-être ce que je connais le plus. Parce que ma façon d'aborder la cuisine, c'est souvent de m'intéresser aux choses les plus simples, enfin en tout cas en théorie, ce qu'on connaît le mieux, pour les décortiquer, pour comprendre un peu d'où ça vient, pour comprendre ce qui fonctionne le mieux, pour comprendre si la tradition a vraiment une valeur dans les recettes. Est-ce que suivre la tradition, ça donne forcément le meilleur résultat, ou est-ce qu'il n'y a pas des choses nouvelles à apporter? Et en fait, les bases de la cuisine française, ça me permet de jouer sur ce terrain. Elena Gazzola me demande « Comment tu te formes avant de faire tes vidéos? Livres, articles scientifiques, vidéos, expérimentation, blog, etc. » Alors honnêtement, c'est un mélange de tout ça. Je vais souvent voir tout simplement des recettes sur internet, même si ma source la plus fréquente, c'est des recettes en ligne, en vidéo. Et j'ai tendance à croiser les sources, j'ai tendance à poser des questions en allant voir des articles Wikipédia, en posant aussi des questions à ChatGPT pour croiser les sources. Parce qu'en tout cas, moi j'ai du mal à faire confiance à une seule source sur une recette en particulier. Bref, j'ai besoin d'explorer ces questions-là pour me faire une opinion. Donc je vais tester, je vais essayer de voir ce qui me convient le mieux, pour essayer aussi un peu de débunker les recettes qui fonctionnent pas. Et donc c'est comme ça que je me forme, c'est aussi à travers les erreurs. Parfois, avant de faire une vidéo, je vais tester une recette plusieurs fois en me plantant. Par exemple, c'est ce que j'avais fait pour la brioche au levain, que j'ai raté au moins une dizaine de fois avant de pouvoir faire ma vidéo. Et c'est parfois aussi juste en réfléchissant que je me suis dit, dans ce cas précis par exemple, est-ce que j'ajouterais pas du yaourt grec, quelque chose d'un peu acide qui contient déjà des ferments lactiques, pour aider le levain à faire son travail et aider cette brioche à prendre forme. Et quand ça marche, c'est merveilleux, je peux faire une vidéo et voilà. Adroft me demande « Peux-tu indiquer 2 ou 3 recettes que tu aimes beaucoup, simples et assez rapides ?» Alors oui, c'est peut-être important de signaler que les recettes que je fais en vidéo, c'est pas forcément les recettes que je fais toujours au quotidien. Bon, à part le pain au levain que je fais au moins 1 ou 2 fois par semaine, ça c'est vraiment un inconditionnel. Le midi, sachant que je travaille toute la semaine, j'ai rarement le temps de faire des choses très élaborées. Alors souvent, je me concentre sur des choses hyper simples avec 2 ou 3 éléments différents. Généralement, une protéine, des légumes verts, parfois des féculents en complément. Et pas beaucoup plus. Alors souvent ça va être des œufs au plat, omelette avec de la crème, accompagné d'un légume tout simple. Moi j'aime beaucoup les brocolis, alors je fais souvent des brocolis, à la vapeur avec un peu d'huile d'olive après et un peu de sel, des épinards, des choux de Bruxelles, j'adore ça, une viande rouge grillée à la poêle rapidement, du riz pour accompagner, ou des pommes de terre, ou des pâtes. En fait j'essaye de varier comme ça les protéines, le légume en question, ou les féculents, pour que tous les jours ça soit un petit peu varié, mais vraiment simple et rapide à faire. Dans ces cas-là, je cherche vraiment pas la complexité, je cherche à me nourrir de façon simple, quand même savoureuse, mais surtout pratique. Et équilibrée, bon pour la santé. Christophen me demande « Que penses-tu de cette mipstruosille ?» je pense qu'il voulait dire monstruosité, qui pollue la cuisine française qu'on appelle le hamburger. Pas un resto sans qu'il soit à la carte. Des milliers de plats français sophistiqués, inconnus de la nouvelle génération, qui ne voient que par la malbouffe. Ce patrimoine français qui devient oublié ou inconnu de la nouvelle génération.
En Christophen, je vous trouve un peu dur. Même sur le hamburger, moi j'ai rien contre honnêtement. Alors oui, il y a évidemment les burgers de fast-food qui sont, ils sont ce qu'ils sont là pour être mangés rapidement, c'est évidemment pas bon pour la santé. Mais je pense qu'il faut pas cracher ou négliger les vrais burgers gastronomiques, ou même tout simple qu'on peut faire chez soi avec du vrai pain à burger, avec une viande grillée soi-même, avec des bons légumes, avec un bon fromage qui va bien fondre. Si vous avez des ingrédients de qualité, un burger fait comme ça peut vraiment pas être mauvais. Je prépare d'ailleurs une vidéo pour bientôt, j'espère, sur les buns burgers au levain. Mais en tout cas, je pense pas qu'il soit nécessaire de faire un clash entre la cuisine traditionnelle française et donner des fautifs comme les burgers qui seraient les destructeurs de notre tradition. Je pense que tout ça peut cohabiter de façon apaisée, de façon pacifique même, et je pense qu'on peut se faire plaisir avec un bon burger de qualité tant que les ingrédients sont de qualité, que la cuisine est bien faite. Moi, j'ai absolument rien contre ça. On a Nins qui me demande « Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube ?» Le Seb Story qui me demande « Moi, je voudrais savoir si tu arrives à vivre de YouTube. Est-ce que j'ai une équipe ou est-ce que je fais tout moi-même ?» Alors, pour la question autour de ce qui m'a motivé à me lancer sur YouTube, j'ai déjà donné une partie de la réponse avec mon conjoint Geoff qui m'a aidé à me lancer. Mais il y a aussi mes motivations profondes et mes constatations en tant que consommateur de vidéos sur YouTube, justement. En fait, concrètement, ça fait des années que je regarde des vidéos de cuisine sur YouTube, d'ailleurs surtout le YouTube anglophone, avec quelques créateurs qui m'inspirent beaucoup, comme Adam Ragusea, Ethan Schlebowski, Brian Lagerstrom. En fait, ce point de vue de cuisinier amateur qui veut aller au fond des choses, qui veut essayer de comprendre le pourquoi du comment, qui ne cache pas ses erreurs, qui montre un peu son processus de pensée, tout ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans ces créateurs anglophones, et que je retrouvais pas forcément tant que ça dans le YouTube francophone. Et donc entre la conjonction de on a le matériel pour le faire à la maison, je peux apprendre les compétences et j'identifie cette niche qui en France n'existe pas vraiment, en tout cas pas de mon point de vue, je me suis lancé. Est-ce que je fais tout moi-même? Est-ce que j'ai une équipe? Est-ce que j'arrive à vivre de YouTube? Alors jusqu'à il y a pas si longtemps, je faisais le cadrage, le montage, la réalisation, tout. Mais ça fait quelques vidéos que, à peu près une vidéo sur deux, je confie le montage de mes vidéos à un monteur. Ça permet de me libérer du temps pour penser à d'autres concepts, à tourner plus de vidéos, à prendre un peu d'avance, parce que si je rate une semaine, si je suis malade ou quoi, je suis dans la mouise. Donc ça permet de professionnaliser un peu mon approche de la chose, de la rendre un peu plus, pas procédurière, mais en tout cas de rendre les choses un peu plus sécurisées et de me faire accompagner sur des sujets pour me dégager plus de temps. Ce qui répond partiellement à l'autre partie de la question. Je commence, oui, à vivre un petit peu de mon activité sur YouTube. C'est pas encore tout à fait ça, mais je commence à en vivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le business model de YouTube, il est assez clair aujourd'hui. On gagne de l'argent grâce à la monétisation, c'est-à-dire que YouTube diffuse des pubs au début, à la fin, parfois au milieu de mes vidéos, et je reçois une portion des revenus publicitaires. Et par ailleurs, comme vous avez pu le remarquer sur certaines de mes vidéos, j'ai des sponsors qui me rémunèrent pour faire leur promotion. Je sais que c'est un sujet sensible, que parfois les gens n'aiment pas du tout ça, veulent absolument pas voir des vidéos quand elles sont sponsorisées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi qui fais ça à plein temps, ce matériel, cet investissement, le fait de payer des gens pour faire le montage, tout ça, ça coûte vraiment cher. Et que sans sponsor, il est absolument impossible aujourd'hui de se rémunérer sur YouTube. C'est la réalité du métier, c'est comme ça. Alors il y a d'autres moyens comme Patreon, Tipeee, d'ailleurs j'ai un Tipeee si ça vous intéresse d'aller y faire un tour, mais ça c'est vraiment des sources de revenus complètement marginales, ça suffit pas à se rémunérer. Mais évidemment j'oublie pas que la source première de ça, ce qui me permet d'en vivre, c'est vous, l'audience, qui regardez mes vidéos, qui me permettez en fait de pouvoir en vivre, et ça c'est quand même une vraie chance. Christine me demande « Je voudrais savoir quel est selon toi le matériel indispensable dans une cuisine, en dehors bien sûr du four et de la plaque de cuisson ?» Alors le premier truc qui me vient en tête et qui pour moi est le plus important, c'est un bon couteau de chef qui coupe. Alors vous m'avez vu dans la plupart de mes vidéos avec ce couteau de chef japonais qui est de super qualité, qui m'a été offert à Noël d'ailleurs il y a quelques années par Geoff, et je l'utilise pour quasiment tout. Pourquoi c'est important d'avoir un couteau vraiment bien aiguisé? D'ailleurs peut-être que je ferai une vidéo sur l'aiguisage parce que c'est important d'entretenir ces couteaux. C'est d'abord pour éviter la frustration et puis pour éviter de se blesser. C'est vraiment tellement plus agréable de couper des légumes un peu durs comme des carottes, des oignons avec un couteau hyper bien affûté qui permet d'avoir de la précision, du contrôle, de faire des choses finement. Ça fait gagner un temps fou et ça donne vraiment l'impression de monter en compétence juste en ayant un bon couteau. Donc je dirais que s'il y a un investissement à faire en dehors donc de la plaque chauffante et du four, c'est le couteau. Zolo3045 me demande « Salut, peux-tu nous faire un tuto pour bien faire cuire avec les poêles en inox? Je galère toujours, trop de fumée, aliments qui collent, etc. » Alors j'avais déjà fait une portion de vidéo sur les mythes culinaires où je parlais des œufs cuits dans la poêle en inox. Alors c'est complètement incomplet, et c'est vrai que je pourrais faire une vidéo entière sur ce sujet, mais souvent la source de frustration par rapport aux poêles en inox, c'est que les gens n'aiment pas le fait que les aliments collent. Mais moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut accepter, il faut aimer le fait que votre steak par exemple, il colle à la poêle. Justement, c'est ça qu'on veut. En tout cas dans un premier temps. Parce qu'en fait, avec un peu de patience, si on touche pas à son steak, une fois qu'il est suffisamment cuit d'un côté, une fois qu'il aura bien caramélisé, au bon niveau de puissance de la plaque de cuisson, il va finir par se décoller tout seul, vous aurez juste à le retourner et rebelote.
Et je vous assure que ça permet de beaucoup mieux caraméliser les aliments que par exemple une poêle en téflon. Mais c'est une très bonne idée, je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet. Low Tech Life me demande « Je suis particulièrement intéressé par tes vidéos sur l'emploi du levain en cuisine, vas-tu continuer ?» Oui, clairement, je vais continuer. Le levain, c'est peut-être ce que je préfère le plus en cuisine. J'adore l'utiliser à toutes les sauces. Enfin, je fais pas de sauce avec, mais bref, vous m'avez compris. En fait, tout ce qui est possible de faire normalement avec de la levure, j'essaye de le décliner en version au levain. Donc oui, je vais continuer. J'ai fait déjà plusieurs pains. J'ai fait le pain de mie, j'ai fait la brioche. J'ai l'intention de faire aussi les croissants, les pains au chocolat. Bref, il y a plein de choses qui sont encore possibles. Donc non, je vais pas abandonner Tito. Fabulon Mister 816 me demande « À quand un livre ? Ou peut-être des ateliers ?» On m'a approché récemment pour réfléchir à ça et faire peut-être un livre dans le futur. Pour l'instant, je manque de temps, je suis pas encore assez entouré, disons, pour me dégager du temps pour réfléchir à ça de façon approfondie. Mais clairement, ça m'intéresse énormément. Alors je pense pas faire un livre de recettes classiques parce que ça m'intéresse pas tellement. Mais j'aimerais bien pouvoir associer la notion de recette avec ce que je fais régulièrement dans mes vidéos, c'est-à-dire expliquer le pourquoi du comment, expliquer les phénomènes chimico-physiques derrière ce qui se passe dans vos assiettes, ce qui se passe dans vos poêles, ce qui se passe dans vos marmites. Donc oui, ça m'intéresse, mais il faut que je trouve du temps pour pouvoir le faire. Mike Damien me demande « À quand un feat avec le grand Michel Dumas ?» Bah écoute, si tu connais Michel Dumas, contacte-le de ma part, et puis avec plaisir, on fera une vidéo en collab, ça me ferait très plaisir. Mary Monsieur Milly 3246 me demande « Est-il possible de nous faire une vidéo sur les différents types de farine et pour quelles pâtisseries / produits boulangers on peut les utiliser ?» Bah, figurez-vous que c'est prévu, et pour plutôt bientôt. Kina18000 me demande « Enfant, étais-tu déjà intéressé par la cuisine? Étais-tu curieux de goûter aux saveurs nouvelles ?» La réponse est non. J'étais un enfant très difficile, je mangeais pas grand-chose. J'avais même beaucoup de mal avec les saveurs nouvelles. Je mangeais très peu de légumes en termes de variété. Je supportais concrètement que les haricots verts à la limite. Bref, j'aimais pas grand-chose. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal quand ma famille me connaît et qu'elle voyait que je mangeais rien quand j'étais enfant ou ado, de me voir faire maintenant une chaîne sur la cuisine. Mais petit à petit, en devenant jeune adulte, en étant un peu initié au restaurant, aux différents types de cuisine du monde, aux cuisines traditionnelles françaises, j'ai fini par affiner un peu mon palais, à m'ouvrir à d'autres saveurs, et petit à petit, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Et je dirais que peut-être une façon justement de conjurer le sort et de me mettre à découvrir de nouvelles choses, ça a été de me mettre moi-même à la cuisine. Parce qu'en ayant l'impression de contrôler un peu le process et de savoir quel ingrédient je mets, de quelle façon je le cuisine, ça peut m'ouvrir un peu l'esprit sur le fait d'aimer des choses que j'aimais pas avant. Alors je peux vous faire la liste de ce que je déteste toujours aujourd'hui, c'est les poivrons, la coriandre, je trouve que ça a un goût de savon, et les concombres. Même si les concombres, je commence à aimer ça quand ils sont vraiment, vous savez, marinés pendant longtemps dans de l'huile d'olive, du vinaigre ou de la crème. Bref, quand ils sentent plus vraiment les concombres. Dernière question de Guillaume3838 qui me demande « Serais-tu chaud pour intervenir sur des formats courts à la télé ?» Écoute Guillaume, si tu travailles dans le monde de l'audiovisuel et que tu connais des gens à la télé, moi je serais ravi de faire des formats courts à la télé. Il faudrait réfléchir au concept, mais oui, carrément, ça me tente énormément. Voilà, j'ai pas pu répondre à absolument toutes les questions, mais je pense que j'ai quand même fait pas mal le tour. Si vous avez d'autres questions, écrivez-les en commentaire. Si vous êtes frustré par ma réponse, dites-le moi aussi. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo.